Bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette table ronde qui porte sur l'accès aux médicaments. Je suis Pascale Mokaer, directrice générale du CHU de Limoges et présidente d'UniHA. Et je suis accompagnée pour l'animation de cette table ronde par le professeur Samuel Lima, qui est président de la commission médicale établissement du CHU de Besançon. Vous me soulignez en préparation de cette table ronde qu'en 2010, la problématique qui était rencontrée par les pharmacies hospitalières était un sujet d'accès aux médicaments innovants ou nouveaux, et qu'en 2025, la problématique a complètement évolué puisque ce qu'on constate, c'est une multiplication des situations de rupture, puisqu'en 10 ans, la NSM nous partage le fait qu'on est passé d'environ 400 signalements de rupture par an à pas loin de 5000 à présent. Donc une situation qui s'est totalement modifiée et que le problème est dorénavant aussi un sujet des médicaments, de l'accès à des médicaments qui ne coûtent rien et avec un enjeu de comment rendre le médicament disponible. Alors, 3 séries de questions. Quelles mesures pour limiter les risques de rupture d'approvisionnement aujourd'hui en France, dans les hôpitaux? Quelles organisations dans les hôpitaux et les territoires pour limiter la survenue de ces risques? Comment préserver la capacité d'innovation et l'accès à l'innovation? 4 intervenants pour évoquer ces questions. Donc, tout d'abord, le professeur Catherine Pogam, qui est directrice générale de l'ANSM. Le professeur Pascal Audoux, qui est président de la conférence des pharmaciens de CHU, Pascal Le Guyader, qui est directeur général adjoint du LEM, et Philippe El Sahir, directeur général du CHU de Nantes et président de la conférence des DG du CHU. Je vous laisse la parole pour le lancement des débats. Merci beaucoup Pascal. Madame Pogam, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un état de l'art, si je puis dire, sur les mesures qui sont actuellement mises en place pour éviter ou limiter ces ruptures d'accès? Bien volontiers. D'abord, permettez-moi de remercier la Conf des DGTU pour cette invitation. Peut-être rappeler que la gestion, la prise en compte du risque de pénurie ou de la survenue d'une pénurie effective est un sujet de mobilisation assez collective, en tout cas du côté des pouvoirs publics, qui concerne certes l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mais aussi les acteurs ministériels, et qui ne concerne pas que le ministère de la Santé, qui concerne d'autres acteurs, notamment au niveau de l'industrie. Et tous ces acteurs ont été rassemblés dans une feuille de route interministérielle qui décrit un petit peu les différentes actions qui sont en cours. Peut-être j'ai l'habitude à un moment de dire, s'agissant maintenant des rôles de l'ANSM, que juste de rappeler qu'à l'ANSM, il n'y a pas de stock de médicaments et on ne produit pas des médicaments. Je me permets de le rappeler parce que des fois, il peut arriver qu'il y ait des remarques où peut-être il y a un malentendu. Alors, pour autant, nous ne sommes pas inactifs et je dois reconnaître qu'effectivement, avec des chiffres régulièrement croissants, 2024, la première année où les choses se sont à peu près stabilisées en nombre de déclarations de pénurie, de situations à risque ou de pénurie avérée, on a l'impression sur le premier quadrimestre que cette stabilisation a l'air d'être en nombre, j'entends bien, ça ne traduit pas des situations qualitativement très dégradées, mais a l'air d'être le cas. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a dedans un certain nombre de situations, puisque les déclarations sont obligatoires, qui finalement sont sans impact, parce que je vais reprendre ce que j'ai entendu tout à l'heure sans citer le nom, mais quand c'est la 10e molécule de la même classe, forcément la criticité n'est pas la même, puis environ la moitié de ces déclarations qui vont nécessiter des actions. Donc, peut-être avant d'entrer dans les actions qu'on peut prendre au moment où on les gère, au moment où le problème est survenu, évoquer l'anticipation rapidement. L'anticipation, elle est à plusieurs niveaux. Elle est essayer de voir venir ce qui va se passer. Et c'est entre autres tout le travail qui est fait, et là dans un cadre très pluri-institutionnel, sur la vulnérabilité. Il y a des situations où il vous reste une ou deux molécules, où la matière première n'est pas fabriquée au bon endroit ou pas sous contrôle, où les fabricants sont fragiles. Donc là, anticiper des situations, c'est tout le travail de vulnérabilité, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, qui est repris au niveau européen. C'est vraiment essayer de voir venir des situations où on se dit, une année, 2 ans avant, on va dans le mur, ou très probablement.
Dans l'anticipation, il y a aussi se préparer à ce qui va arriver. Et dans se préparer, ce qui va arriver, c'est tout ce qui est du domaine de la gestion du risque. Et là, probablement que côté LEM, ça va réagir, mais c'est notamment la liste des médicaments de thérapeutiques majeures. Donc une liste qui fixe des médicaments sur lesquels il y a une attention particulière. Et derrière cette liste, il y a des obligations pour les industriels, avec des plans de gestion des risques, des plans de gestion donc des pénuries, et avec des stocks. On anticipe aussi avec le plan hivernal. Et puis après, pour gérer, eh bien, on a un certain nombre de mesures qui vont aller sur l'interdiction des exports. Comment améliorer l'approvisionnement? Ça, on se tourne souvent vers l'étranger. On se tourne vers les autres laboratoires, quand c'est possible aussi. Et puis, comment réduire l'utilisation des médicaments. Et là, on est parfois dans du bon usage et puis parfois dans la recherche d'alternatives. Merci. Pascal Le Guyader, donc Catherine Pogab nous rappelait que l'ANSM ne produit pas. Le point de vue du LEM sur ces questions? Merci beaucoup de nous donner l'occasion d'échanger sur cette thématique importante des ruptures. Peut-être en amont de dire que les 280 entreprises que je représente sont toutes engagées pour mettre à disposition les molécules dont les patients ont besoin. Je pense que c'est un engagement qui est partagé par l'ensemble des entreprises du médicament. Pour répondre à Madame Pogam, effectivement, l'interlocution est importante entre l'ANSM et les industriels. Notez que ça fonctionne bien, notamment dans les problématiques de préparation des plans hivernales. On se voit de façon régulière et récurrente. Nous avons mis également des outils d'information communs. Et donc, la situation, j'ose dire, moi, s'améliore de mon côté. On voit quand même une diminution des risques de rupture ou des ruptures, notamment versus 24 versus 23, moins 20%, mais peut-être pourrez-vous y revenir, mais on revient à un système un peu plus normal sur les pathologies hivernales, et en tout cas, on a une diminution sur les ruptures par rapport à 2023. Pour autant, ce n'est pas forcément satisfaisant, puisque l'objectif du patient, c'est d'avoir sa molécule à tout moment dans sa pharmacie ou à l'hôpital. Ce que nous demandons, c'est effectivement, mais je reprends le point, c'est qu'on n'est qu'un seul système d'information. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les industries du médicament doivent renseigner 4 systèmes d'information. Un système avec l'ANSM, un système européen, un système avec Trastoc, et donc c'est à chaque fois une manipulation de chiffres avec des risques. Nous, ce qu'on nous demande, et le futur dossier pharmaceutique rupture, j'allais l'oublier, ce que nous demandons, c'est que soit il y a un seul dispositif, soit les 4 dispositifs se parlent. Parce qu'autrement, vous avez un risque de remplir, d'avoir une erreur. Et effectivement, nos industriels remplissent 4 fois. C'est du temps perdu. On pourrait imaginer d'avoir quelque chose de plus efficient qui permette d'avoir ce système d'information. Et la deuxième étape, c'est que ce système d'information soit partagé entre tous les acteurs de santé. Des industriels, de l'ANSM, des grossistes répartiteurs, des pharmaciens. Et pourquoi pas jusqu'à l'hôpital, même si c'est plus compliqué, parce que parfois nous pouvons avoir des dispositions à l'unité. Et voilà un peu ce que nous demandons sur le système d'information. Cher Pascal Audoux, est-ce que tu peux nous faire un retour de terrain sur les conséquences pratiques au quotidien de ces ruptures? Alors, premièrement, on ne ressent pas le fait qu'il y ait une baisse en rupture, bien au contraire. Aujourd'hui, on est vraiment sur des situations qui sont de plus en plus compliquées. C'est peut-être pas les médicaments hivernaux, mais c'est des médicaments fondamentaux qui sont absents. Et ça entraîne des mobilisations de personnel en grand nombre et on n'arrête pas d'augmenter. Donc ça désorganise le reste. Et donc on a beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont impactées par ces ruptures. Et ce qui est inquiétant, c'est que les ruptures sont de plus en plus profondes, longues et sur des produits pour lesquels, si je reprends ce que disait Madame Pogam, on n'a pas forcément d'alternative, ou si c'est des alternatives, elles sont d'efficacité moindre. Et donc ça commence à être compliqué. Et de ce fait, je pense que tous les CHU sont en train d'essayer de chercher des systèmes pour amoindrir l'impact sur leur prise en charge pour leurs patients, en fait. Et donc, oui, il y a un impact, et l'impact est majeur. Pour la conférence des directeurs généraux de CHU, pour les CHU, quels enjeux vous voyez pour la territorialisation? Est-ce que les hôpitaux peuvent s'organiser différemment justement dans cette logique de limiter les risques de rupture d'approvisionnement? Merci Pascal. Peut-être juste avant de répondre à cette question,
nous dire qu'on est préoccupé par ce sujet et interpellé. Parce que pour nous, le sujet de l'appro, c'est ce que vous expliquez, monsieur, c'est-à-dire des pharmaciens qui sont extrêmement imaginatifs au jour le jour pour arriver à, malgré tout, essayer de se procurer les molécules ou des molécules équivalentes. Et comme vous le disiez très bien, aujourd'hui, ça touche des anticancéreux, ça touche l'hématologie, ça touche des disciplines extrêmement sensibles, sans d'ailleurs que les gens le sachent toujours. Mais voilà, on n'est pas sur la périphérie, on est sur des choses extrêmement préoccupantes. Deuxièmement, ces problèmes d'appro, en vérité, se chronicisent. Ils durent depuis des années et il ne faut pas qu'on s'y habitue. Enfin, c'est la deuxième chose. On n'est pas sur quelque chose qui est installé depuis 6 mois, 1 an. Et en effet, on a un phénomène global, de fond. Voilà. Alors, évidemment, si on dit appro, ça nous évoque aussi la crise Covid. Parce que la pire crise d'appro, en tout cas au plan psychologique qu'on a vécu, ça a été la crise des équipements individuels de protection, où on s'est mis à se débrouiller comme on pouvait, à en fabriquer nous-mêmes, à en faire venir de ci, de là. Et c'est vrai qu'une des grandes réflexions de la conférence, et on a ouvert un groupe de travail là-dessus, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, sur la souveraineté, c'est que l'évolution du contexte international et l'évolution des alliances internationales, et notamment outre-Atlantique, pose la question de l'appro, et notamment dans ce contexte de chaîne globale de valeur qui est une réalité, dans laquelle on s'est installé depuis plusieurs décennies, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les masques ou les blouses. Et donc, voilà, il va bien falloir qu'on investigue cette réflexion, qu'on investisse et qu'on se pose la question au niveau français et bien sûr européen de notre capacité à assurer le traitement, notamment des Français, sur des maladies extrêmement graves et extrêmement courantes. Voilà. Alors après, sur la territorialité, il y a bien sûr des solutions. Enfin, il y a des choses qu'on souhaite promouvoir. Et notamment, nous, on pense qu'il faut aller vers des plateformes intégrées d'approvisionnement, que ce soit sur le sujet médical, c'est-à-dire sur le sujet pharmaceutique, ou sur le sujet logistique. Le niveau de contrainte du pays au plan financier ne permet plus de dupliquer des investissements de petite échelle un peu partout. Il faut une logique de GHT et il faut une logique de GHT qui devienne véritablement obligatoire. Cher Pascal, je reviens vers toi parce que, comme l'a dit Philippe Elseir, le sujet est quand même systémique et on s'est quasiment habitué, alors que ce n'est pas tolérable. Peut-être 2 questions un peu techniques, mais pour vraiment voir où on en est. Un bref, rapide retour d'expérience sur les préparations spéciales hospitalières, parce que tu es quand même le plus légitime à en parler. Et je voudrais quand même ton avis sur une question qui va peut-être arriver, qui va peut-être surprendre nos concitoyens. Est-ce qu'on doit envisager de réutiliser des médicaments qui sont déjà sortis auprès des patients en France? Alors, sur la première question, je pense que pour avoir travaillé avec notamment les équipes de l'ANPAGAM avec la NSM, je pense que les préparations spéciales sont l'une des solutions quand on n'a plus rien d'autre. Et je précise bien que l'objectif, c'est pas de remplacer les médicaments quand on peut les avoir par une autre manière. Par contre, ça nous oblige à recréer toute une chaîne de valeur et de formation pour arriver à obtenir des pharmaciens hospitaliers qui soient capables de manipuler des poudres et d'aller de la poudre à la préparation avec tous les risques que ça peut avoir quand on manipule des produits très toxiques. Et ça a été dit, hein, comme on s'attaque quand même aujourd'hui avec des classes de médicaments importants, hein, les anticancéreux, à manipuler une poudre anticancéreuse, ça ne se fait pas sur un coin de table. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites. L'avantage de notre préparation spéciale, c'est quand on regarde les contraintes qu'ont les industriels par rapport à ceux des hospitaliers, ça nous permet de faire très rapidement, si on est bien préparé, dans les, on va dire, dans les jours, semaines qui suivent un gros problème. Un industriel ne pourra jamais le faire du fait de l'environnement. Ce n'est pas le fait qu'ils ne veulent pas, c'est le fait que l'environnement réglementaire lui interdit. Donc ça veut dire qu'en gros, je prends toujours la même image. Les préparations spéciales, c'est le commando d'élite qui débarque sur la plage. Il attend que les troupes arrivent, et les troupes, c'est les industriels, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc des préparations très courtes.
Enfin, sur la deuxième question piège de la réutilisation des médicaments, je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui d'aller vers ça. C'est possible. Par contre, il faut se rendre compte qu'on n'a aucune visibilité de la manière dont les produits ont été conservés, ont été utilisés, manipulés. Et la réutilisation de ces produits met quand même un certain risque d'accident du fait d'un mésusage chez les patients quand on va les réintégrer dans notre système. Néanmoins, ça peut, là encore, être dans une situation où il n'y a plus rien, une technique de prise en charge des patients. C'est toujours mieux qu'aucun traitement. Tu voulais réagir sur... Je voulais réagir sur deux choses. La prise en charge systémique, et l'Europe a été citée. Donc vous avez peut-être entendu parler de la CMA, la Critical Medicines Alliance, dans lesquelles la France est extrêmement, j'allais dire, embarquée, et qui a posé un certain nombre et pose un certain nombre de mesures, de réponses qui sont au périmètre européen. Dans les périmètres européens, peut-être qu'on y reviendra, il y a notamment la possibilité d'achat groupé au périmètre européen, qui peut, achat groupé, je ne parle pas de multi-attributaire, je ne parle pas de tout ça, mais en situation de crise, la capacité pour l'Europe à réagir. Et au niveau de l'Europe aussi, le contexte est de commencer à prendre en compte dans les critères d'achat le critère souveraineté, qui va aller d'où vient la matière première, qui produit, qui a la matière première, qui produit le médicament. Et donc prendre en compte maintenant officiellement dans nos grilles d'achat ces médicaments, parce qu'il y a un moment effectivement, y compris si on veut réindustrialiser, ça voudra dire probablement tenir compte du fait que oui, peut-être le produit risque d'être plus cher. Donc ça, c'est sur la partie Europe. Je dirais qu'en gestion aiguë des pénuries, d'ores et déjà, on a la possibilité de faire appel, et c'est le cas dans les gestions qui sont en cours, au mécanisme européen de solidarité. Alors ça marche quand tout le monde n'est pas en rate du même médicament. Mais on a un truc en France, c'est que souvent on n'utilise pas les mêmes médicaments que les autres. Du coup, de temps en temps, on peut en avoir ailleurs en Europe. Et le dernier point, c'est juste de redire ce qui vient d'être dit, mais d'une autre façon. Les pénuries ou les situations de rupture, il n'y en a pas une qui se ressemble. Parfois, vous n'avez pas de matière première. Si vous n'avez pas de matière première, vous ne ferez pas de préparation magistrale en officine, vous ne ferez pas de PHS. Parfois, vous avez la matière première, mais il y a un défaut de qualité. Celui qui nous met sur les psychotropes, dont on entend beaucoup parler sur la kétiapine, c'est un défaut de qualité d'une usine qui fabrique pour 7 des sous-traitants en France sur 12. On a 12 exploitants en France, on en a 7 qui se fournissent au même endroit. Là, peut-être. Donc, le travail sur les vulnérabilités est une des façons, dans l'anticipation, de se dire est-ce que finalement, on a l'impression qu'on a 12 exploitants, mais en fait, on n'a pas 12 exploitants, on a 2 fabricants. Et donc, est-ce qu'on doit travailler différemment là-dessus? C'est des discussions qu'on peut avoir, nous, avec les génériqueurs. Et parfois, on a... le plan hivernal a été cité. Quand il y a eu le problème sur l'amoxy, il faut se dire les choses, on avait 40% de mésusage. Et on savait très bien qu'une partie du problème pourrait être juste réglée en réduisant le mésusage. Donc à chaque fois, c'est des boîtes à outils d'actions qui sont possibles et qu'on va activer en fonction des situations. Merci. Pascal Le Guyader, pour le LEM, les procédures d'achat peuvent-elles contribuer à la limitation de ce risque? Oui, alors Madame Pogam l'a cité, je suis désolé parce que ça fait 2 fois que je dis que je suis d'accord avec Madame Pogam, mais ça montre, ça montre les interactions que nous avons avec la NSM. Et oui, bien sûr, parce qu'en fait, d'avoir une seule liste unique au niveau européen, c'est primordial. Aujourd'hui, on a 4 listes, voire 5 listes prioritaires de médicaments, entre les produits qu'on doit relocaliser, entre les produits de la NSM, les MITM et les produits européens. Donc si on a une seule liste, là encore, ce sera plus facile pour nous de viser à la relocalisation et à la souveraineté. Donc oui, on est favorable à ça. Le CMA, vous l'avez cité, c'est une bonne chose d'identifier les molécules critiques. Et pour répondre après à une question qui a été citée sur la réutilisation, vous nous avez posé, nous on n'est pas opposés. Simplement, elle pose une question de sécurité sanitaire qui n'appartient pas aux industriels. Donc voilà, sur ce point-là, que ce soit les médicaments que vous rendez quand vous n'êtes pas utilisés à la pharmacie ou ceux dans les hôpitaux, on n'est pas opposé à ça. Il y a plein de questions de sécurité sanitaire qui se posent et ce n'est pas aux industriels d'y répondre. C'est pour ça que là, il y a une prise de responsabilité qui appartient du côté de la puissance publique pour savoir comment on s'organise, si on doit le réutiliser ou pas. La boîte de médicaments qui est ramenée parce que je ne l'ai pas utilisée,
qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on l'incinère, très clairement. On ne peut que l'incinérer. C'est dommage parce qu'effectivement, c'est une situation de crise pour avoir de l'agilité. On pourrait imaginer. Il y a une question de sécurité sanitaire. Voilà. Donc là, nous, on est prêts à contribuer à ça, mais la responsabilité ne nous appartient pas et on ne peut pas dire oui ou non sur le sujet. On n'est pas opposé. Voilà. Philippe El-Sahir, alors on a beaucoup parlé de rupture et là on va faire un lien avec l'innovation. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est vrai que dans les hôpitaux en général, on a quand même tendance à constater qu'on est rarement en rupture des molécules les plus innovantes et les plus coûteuses, et plutôt souvent en rupture des molécules moins innovantes. Et donc on voulait savoir quelle est votre position, vous, et le regard que vous avez sur cette dynamique extrêmement soutenue d'innovation thérapeutique et du coût des médicaments innovants, et de savoir si, à vos yeux, il y a une relation à faire entre des ruptures et l'innovation thérapeutique. Merci. Oui, on n'est pas loin on n'est pas loin de deux sujets en fait. Le sujet de la souveraineté industrielle et sanitaire, et puis le sujet de l'efficience. En fait, derrière le grand défi dont on aura parlé tous ces jours, que les ministres ont abondamment évoqué hier lors de l'inauguration, c'est-à-dire les grands défis du vieillissement et de la pathologie chronique, on a une deuxième rupture qui arrive un peu en même temps et légèrement décalée, sans qu'on en connaisse vraiment la vitesse. Ça se prévoit un peu moins bien que la démographie. C'est la concrétisation de la médecine personnalisée. Alors, quelle montée en charge? C'est difficile à dire, mais en effet, on a le sujet des CAR-T, par exemple, et on voit bien que les CAR-T, en termes d'indications, sont en train de s'élargir. Les indications médicales s'élargissent aujourd'hui aux maladies inflammatoires, peut-être à autre chose demain. Et puis, on a les molécules innovantes, effectivement, qui se développent avec des perspectives pour les patients qui sont révolutionnaires, qui sont considérables, mais des traitements qui sont parfois très coûteux, 400 000 à 500 000 € par patient et par traitement. Donc la question qui se pose, c'est en effet, quid de notre politique par rapport à ça, quid de notre souveraineté, et on voit que et quid de l'enjeu d'efficience, parce qu'on voit que sur ce terrain, par exemple, la Catalogne, nous on a investigué le sujet des carticelles. La Catalogne semble produire beaucoup moins cher, puisqu'elle produit au tiers du prix, en tout cas que l'on paye aujourd'hui. Et donc c'est un sujet, et c'est vrai que nous, CHU, je dirais comme acteur de l'offre de soins et aussi comme citoyen, parce que tout ça représente des enjeux, on aimerait que la politique de souveraineté sanitaire de la France aille un peu au-delà du Doliprane, si vous voulez. La médecine d'aujourd'hui, ce n'est plus celle-là. Et donc attention à ce deuxième train que cache le vieillissement et la pathologie chronique, qui va être une révolution considérable et qui va être aussi un changement de paradigme considérable pour nous. Pascal Loguiader, vous nous exposiez en préparation le tissu extrêmement important qu'on a de petites industries, petites entreprises en France sur le médicament, avec des sujets d'accès au marché et des sujets aussi d'accompagnement à l'innovation. Alors, j'essaie de faire court parce que la question est complexe. La France regroupe un tissu industriel relativement important, 256 sites de production, 45 000 collaborateurs qui travaillent sur ces sites-là. On est passé de premier producteur de médicaments en Europe en 2008 à 5e producteur aujourd'hui, étalonné par l'Espagne et l'Italie. Donc oui, on a un terrain de molécules fabriquées sur le territoire, plutôt de molécules du quotidien, avec des prix relativement bas, des prix parfois trop bas. On a des arrêts de commercialisation parce que, en fait, quand vous devez répondre à vos obligations réglementaires, mais même vos obligations de transition écologique, quand vos prix n'augmentent pas, comment vous financez soit la modernisation de vos chaînes, soit la robotisation, soit la transition écologique? Il y a une problématique, effectivement, de financement de l'innovation, de fonctionnement, de fabrication de ces molécules. Donc là, on a un vrai problème de prix. Après, sur l'innovation, on a une problématique de volume. Quand vous citiez, on n'a pas de rupture des molécules innovantes et par rapport aux molécules du quotidien, ce ne sont pas les mêmes volumes non plus, les mêmes prescriptions. Ça peut le devenir demain, j'ai entendu votre discours. Après, je ne pense pas, si vous voulez, que les industriels du médicament, en tout cas sur les 10 dernières années, on le voit jusqu'à présent, ne font pas le choix de mettre des molécules sur le marché français au motif que ce n'est pas bien rémunéré ou j'ai pas l'accès. La France est le deuxième marché européen. Donc tous les industriels vont effectivement présenter leurs produits sur le territoire français. Peut-être pas en première posture, mais aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments où il n'y a pas eu une demande d'accès au marché. Mais quand même, pardon, pour continuer là-dessus,
on a quand même le sentiment que, notamment dans les années 2000 et 2010, on a quand même financé en partie l'innovation thérapeutique par une baisse quand même drastique du prix des médicaments courants. Donc la question est qu'on n'est pas descendu trop bas en France? Parce que ce qu'on entend quand même, c'est que dans un marché totalement mondialisé, quand il n'y en a pas pour tout le monde, si vous êtes un des pays qui rembourse le moins cher des médicaments lambda, on est servi plus tard que les autres. Est-ce que c'est une réalité ou un mythe? Oui, oui, c'est pour vous. Alors, sur le prix du médicament, oui, on est descendu trop bas pour beaucoup de produits du quotidien. Je rappelle que aussi sur le plan européen, notamment sur les produits d'innovation, on est la France le pays le plus bas en Europe. Je ne sais pas si c'est trop cher, pas assez cher, mais en tout cas, c'est un constat au niveau européen. Et votre autre question, c'était sur... je suis désolé, j'ai oublié. Non, mais c'était le lien avec l'innovation. C'est-à-dire est-ce qu'on a utilisé ce levier pour financer une partie de l'innovation? Ça a été un levier, ça a été effectivement un levier pour financer l'innovation. Et aujourd'hui, il faut trouver un autre levier pour financer l'innovation, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'on ne peut plus faire autrement. On aura des arrêts de commercialisation de produits matures, ou du produit du quotidien. Donc si on veut effectivement être, en France, un pays d'accueil de l'innovation, il faut qu'on trouve un autre système de financement. Catherine? Peut-être ajouter qu'en France, on dispose d'un système d'accès précoce et d'accès dérogatoire qui nous est envié par les autres pays européens. Et on était dans une table ronde hier au Sénat sur ce sujet, sur les accès avec vos collègues du LEM, qui ont dit qu'ils trouvaient notamment que la réforme des accès précoces et des accès compassionnels était quelque chose qui a encore des points d'amélioration, mais était un vrai changement. Et je pense que en matière d'accès à l'innovation, sur les accès précoces, on a quand même en France des dispositifs qui fonctionnent et qui ont évolué dans le temps aussi pour permettre ces accès. Et le but final étant l'accès aux patients le plus rapidement possible, y compris dans des phases où on peut être, et ça c'est la NSM qui parle, dans des situations où le bénéfice-risque est présumé. Pascal, Alors, je vais simplement faire une petite remarque par rapport à ce système des accès précoces. C'est certainement une très bonne idée, mais sur le terrain, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui fluide. Ça consomme énormément de moyens humains, parce qu'on n'a pas les outils pour le faire. Et si le système doit être amélioré, il faut commencer par là, c'est-à-dire essayer de trouver des moyens, j'allais dire, technologiques qui nous permettent d'avoir une diminution de la charge de travail pour chaque produit. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est à la limite du supportable. Les CHU ne pourront pas continuer si on continue la progression aujourd'hui de ces entrées sur le marché. Il y a un moment où on ne pourra pas les mettre en place parce qu'on n'aura pas les moyens. Il faut surmultiplier le nombre de personnes qui y travaillent. Peut-être en réaction, il y a deux choses. Les accès compassionnels uniques, un logiciel, e-Saturne, 6000 accès demandés par mois et 6000 accès qui sont attribués en moins de 24 heures. Accès compassionnel nominatif, ça fonctionne, c'est connu, ça marche bien. Accès précoce, 1 avant l'AMM, 2 après l'AMM. Effectivement, du recueil de données nécessaire. En pré-AMM, on comprend. Et effectivement, sur ces protocoles d'utilisation thérapeutique, une obligation pour les laboratoires d'organiser le recueil de ces données. Et effectivement, on voit bien, et je dirais que c'est même ma casquette de ma vie d'avant qui parle, à quel point on n'a encore pas craqué ce sujet de comment ces données vont être recueillies, avec un taux de complétude qui ne dépasse pas les 65%. Pour les raisons qui ont été dites, et c'est clairement un des points sur lesquels, mais y compris avec ma casquette de la vie d'avant, je l'avais bien en tête. Oui, moi je voudrais relancer les échanges sur la réindustrialisation. Parce que finalement, ça veut dire quoi, réindustrialiser la production de médicaments en France? On refait des matières premières chimiques en France, on reconditionne du médicament. C'est un problème national, c'est un problème européen? Parce qu'on a beaucoup de fantasmes autour de la réindustrialisation. Qu'est-ce qu'on est capable concrètement, dans les 10 ans qui viennent, de réindustrialiser en France? Alors d'abord, vous avez des engagements de l'État de produire en France des biomédicaments. Je vous rappelle les engagements du président de la République sur le sujet et donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne, notamment sur la bioproduction biomédicaments. Si je prends notamment ces médicaments-là, thérapie génique, thérapie cellulaire et autres, aujourd'hui, on n'est pas dans le viseur des investisseurs.
Quand vous regardez les molécules qui sont enregistrées au niveau de l'EMEA, nous sommes la France, et derrière l'Allemagne, derrière l'Italie, derrière l'Espagne. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs, les firmes vont d'abord choisir ces pays-là avant la France. Donc oui, on a un décrochage de fabrication sur le territoire des biomédicaments hors vaccin. Donc il y a une vraie problématique à effectivement attirer ces investissements. Comment on attire ces investissements? Il y a un vrai, dans le médicament, il y a un vrai continuum entre la recherche, le développement et la production. Si on arrive à augmenter la recherche clinique sur le territoire et les essais cliniques, nous aurons les lots cliniques, nous aurons les lots commerciaux. Donc la première bataille, c'est d'attirer la recherche clinique sur le territoire. Et les CHU, dans le système, c'est un vrai atout. Donc il faut simplifier toute la réglementation sur la recherche clinique. Aujourd'hui, on est troisième, il y a 2010 ou 2011, on est les premiers. Donc on voit bien qu'on se déclasse aussi. Et si on arrive à avoir cette recherche clinique sur le territoire, on aura les lots cliniques. L'Allemagne a un système d'incentive, pour les entreprises qui arrivent à l'accès, qui arrivent au marché, dès lors qu'elles ont fait la recherche clinique sur le territoire allemand. C'est une incentive, c'est un combat comme un autre. Donc regardons aussi ce que ont mis comme levier les autres pays européens pour attirer la recherche. Et si on a la recherche, on aura les lots cliniques, surtout dans une médecine personnalisée, des lots de bioproduction. Donc on est effectivement en retard sur les biomédicaments. Sur les produits matures, on a des problématiques de prix. Si on arrive à les soulever, il n'y a pas de difficulté, on relancera la machine. Après, on a aussi une difficulté sur les API, donc les molécules chimiques, qui sont effectivement fabriquées sur le territoire français. Catherine? Moi, pour répondre peut-être à la question, je pense que c'est une vraie question et que le périmètre ne peut être qu'européen. Enfin, soyons clairs. Et donc, si déjà on arrive à réindustrialiser, il va falloir probablement, et c'est là que les critères de vulnérabilité sont importants parce qu'on ne fera pas tout. Et que donc, il faut regarder où on veut mettre nos sous, parce que nos sous au périmètre européen. Et effectivement, sur ce qui n'est pas du biomédicament, il y a quand même un enjeu de chimie. Et par les temps qui courent, ok, on fait de l'éco-production, on fait de l'éco-conception, on fait de l'éco-production de médicaments, mais quand même, c'est un sujet. Donc, je trouve que c'est une bonne question. Sur la recherche clinique, un point, on est effectivement troisième au périmètre européen, on est premier au périmètre onco. Et dans les enjeux de la recherche, vous savez maintenant, et là c'est vraiment pour les CHU, vous savez que globalement, le timeline est fixé par le système CETIS, donc le timeline de l'autorisation, on peut trouver à dire on peut faire plus vite, mais il est globalement relativement similaire. Il peut y avoir quelques jours, mais ce qui intéresse, et là je pense qu'on va être encore deux, ce qui intéresse, c'est la vitesse à laquelle on inclut le premier malade. Et donc on a absolument là-dessus quelque chose vraiment, c'est la vitesse à laquelle on inclut et c'est la vitesse à laquelle on conclut et à laquelle on va les inclure après. Et donc là, je pense qu'on a effectivement probablement quelque chose à jouer au niveau français et les CHU sont évidemment les acteurs de ça, pas exclusifs, mais les acteurs majeurs. Et je pense que c'est une vraie question parce qu'on voit qu'à chaque fois, finalement, ce qui compte et la différence qu'on fait avec les autres pays européens, c'est quand vous mettez l'autorisation plus l'inclusion du premier patient, et c'est là que peut-être on a une petite marge. Professeur Audoux, Philippe, je ne sais pas si vous voulez réagir sur cette question. Sur l'industrialisation, non. Ou la recherche dans les CHU. Alors moi, je suis intimement convaincu que la recherche est fondamentale. Je pense que l'une des intermédiaires également dont on n'a pas parlé, mais qui est important pour faire ce continuum recherche-production, c'est la création de start-up qui sont liées directement aux productions académiques. Et donc, on voit bien que la recherche aujourd'hui, si on arrive à l'ancrer dans les territoires, on arrivera à faire ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire arriver à trouver ensuite le moyen de passer à une production industrielle de grande échelle, qui n'est jamais le travail des académiques, mais qui peuvent aider à faire notamment les premiers tests, et notamment sur tout ce qui est, on va dire, les tests entre le moment où on a le concept et le moment où on sait que ça va pouvoir être utilisé, on va dire, chez l'homme. Si on fait ça, on y arrive. Aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est que cette recherche, il y a beaucoup de financement sur de la recherche chimique pure et dure. Il y a beaucoup moins de financement sur la recherche quand on fait la transposition du chimique
vers une forme galénique. Et en fait, cette formulation aujourd'hui, elle est importante et c'est l'un des défauts quand on regarde la profession en France, c'est qu'on a très peu d'appels à projets sur ce genre de développement recherche. Merci beaucoup. Philippe, le mot de la fin. Oui, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin. Non, il y a deux choses, ça m'inspire deux choses. La première sur les inclusions, parce que vous avez dit, il faut qu'on garde notre rang finalement sur la recherche clinique, voire même qu'on soit plus ambitieux. Je crois que c'est vraiment une ambition vraiment partagée par les hospitaliers, en particulier dans les CHU. La recherche clinique est une très grande fierté des CHU français, de tout le modèle hospitalo-universitaire français. Vraiment, c'est un carburant considérable. Simplement, vous me permettrez une petite impertinence. Il va quand même falloir que tout le monde s'y mette. Parce qu'on fait aussi face à un environnement réglementaire et de complexité qui défie un peu l'entendement quand même. Il y a une perte de bon sens. Moi, quand je lis notre plateforme qu'on va bientôt adresser au ministère sur la simplification et sur la recherche, je constate que le CNCR se bat depuis plus d'1 an pour arriver à obtenir le consentement digital du patient en 2025. Enfin, tout ça parce que tout le monde ouvre le parapluie à redoute de se retrouver en prison parce qu'il autoriserait un truc, l'utilisation du digital en 2025. Bon. Donc là, ça implique qu'à un moment donné, l'intérêt général prenne le dessus, qu'on soit capable d'assumer un certain nombre de choses et qu'on aille de l'avant, quoi, y compris sur des outils de simplification, parce que ensuite, les soignants, les médecins, ils rêvent d'inclure, en fait. C'est vraiment un challenge majeur pour eux. Sur le deuxième sujet, qui est celui de la souveraineté industrielle, et du positionnement, on est sur... Alors, vu de notre fenêtre, hein, nous, on a une vision partielle qui est finiment moins importante, peut-être, qui est probablement plus partielle que la vôtre. Mais ce qui nous frappe, c'est qu'on est sur des sujets assez complexes, quand même, qui impliquent plusieurs ministères, une multitude de décideurs, et on ne voit pas le chef d'orchestre. Qui est le chef d'orchestre de ce management transversal dont l'État a besoin avec les industriels pour qu'on ait une vraie stratégie et qu'à un moment donné, on appuie sur un bouton. Voilà. Et c'est très complexe. Je reprends mon exemple des CAR-T. Je ne sais pas si on y arrivera sur les CAR-T, mais on voit bien que ça passe par des missions, des commissions, des rapports, et que, encore une fois, où est le chef d'orchestre au sein de l'appareil d'État ? Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous pour cette table ronde.